semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés, c'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste, des chômeurs en puissance. Petit message de service. Ce podcast a presque un an, il a un niveau d'écoute auquel je ne m'attendais pas, comme je l'avais déjà dit. Aussi, je vous ai mis sur lepsydutravail.fr quelques chiffres de médiamétrie si ça vous intéresse, mais surtout un lien vers un questionnaire. Pour continuer à soigner le travail, en tout cas sur ce podcast, j'aimerais savoir ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu, et ce que vous avez envie d'entendre pour l'avenir. C'est pas un questionnaire RPS, rassurez-vous, c'est anonyme quand même. Ça vous prendra quelques minutes si vous voulez bien cliquer lepsydutravail.fr. Vous cliquez sur le lien vers le questionnaire. Je vous en remercie infiniment. Je vous remercie aussi pour votre écoute. Et je vous laisse avec cet épisode. Bonjour et bienvenue chez cette sorte de psy qui soigne le travail et qui soigne pas les gens. Est-ce qu'on a tout dit sur le télétravail ? Beaucoup pensent que oui. Maintenant que la crise Covid est loin derrière nous, qu'on a trouvé de nouvelles habitudes, qu'on sait tous régler une webcam, et puis que de toute façon on n'a plus de place dans les bureaux puisque on est passé en flex office. Eh bien moi je trouve que c'est pas si simple, et j'ai voulu en parler avec Sophie Louet qui travaille sur ces questions et qui a coécrit il y a tout juste un an avec Henri Bergeron et Jérôme Pellis un rapport sur le télétravail, les organisations et les pratiques syndicales dans les services. Je vous mettrai le lien en description si vous voulez jeter un œil à cette recherche qui parle du télétravail et qui parle des collectifs syndicaux dans le nouveau contexte. Ça pouvait que m'intéresser. Allez, dans télétravail, il y a le mot travail, donc ça nous intéresse. Je vous laisse avec notre échange avec Sophie Louet. Bonne écoute. Bonjour Sophie Louet. Bonjour Bertrand. Merci de vous joindre à nous pour parler de ce sujet qui, paraît-il, serait épuisé, mais il me semble qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, qui est le télétravail. Vous êtes sociologue, vous êtes postdoctorante à la chaire Transformation des organisations et du travail de Sciences Po. Vous êtes membre associé de plusieurs institutions de recherche à Sciences Po, au CNAM et à l'Université de Picardie, Jules Verne. Est-ce que j'ai tout bon sur votre présentation ? Tout à fait, c'est très complet, merci beaucoup. Je pense qu'on est nombreux à partager l'idée qu'il y a eu un avant et qu'il y a eu un après Covid, et que quand on télétravaillait dans les années 2017, 2018, 2019, eh ben, c'était pas exactement la même chose que télétravailler aujourd'hui. Est-ce que vous faites cette même observation ? Qu'est-ce que vous voyez, vous, comme changement ? En quoi est-ce qu'il y a eu un avant et un après Covid ? Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour cette première question qui permet de bien situer les choses et de les rythmer aussi dans l'histoire du télétravail qui avance très vite et qui est faite de rebondissements. Alors, effectivement, il y avait cette première phase dans les années 2010. En France, on utilisait déjà du télétravail pour réguler l'organisation du travail dans certaines organisations. Mais ce télétravail, il était surtout vécu en termes d'expérimentation, plus que de pratiques vraiment régulières ou alors ça l'était de façon très informelle. Alors qu'avec la crise sanitaire et cette expérimentation dans beaucoup d'organisations du télétravail, là où il y en avait un peu, voire pas du tout, on est entré dans une phase où il y a eu besoin de réguler, réglementer sur ce télétravail. Et c'est là aussi où on a eu une explosion des accords télétravail et des chartes télétravail qui sont un bon indicateur pour voir aussi comment on avait besoin vraiment de mettre en place des textes qui régulent le plus clairement possible ces questions-là. Et ce qui était peut-être intéressant à souligner pendant cette époque-là, c'est qu'on voyait que par les textes, on essayait de distinguer ce qui allait relever du télétravail exceptionnel, régulier. Enfin, on essayait vraiment de réaliser ces séparations en termes de type d'usage, alors qu'après, dans les années, on va dire 2022-2023, à l'issue de cette crise sanitaire,
on a plutôt été sur une phase de stabilisation de ces règles, d'usage du télétravail. Donc on avait l'impression qu'on allait vers un usage un peu plus routinier dans certaines organisations. Mais là, nouvelle surprise puisqu'on observe là en ce moment des renégociations d'accords télétravail qui donnent, à nouveau lieu à des modifications, que ce soit en quantité de jours télétravaillés ou encore de l'intégration de professions, qui étaient, exclues du télétravail, jusqu'alors dans certaines organisations. Donc c'est assez intéressant de se dire qu'on pensait qu'il y avait 3 grandes phases et que là, on était à peu près stabilisés et que finalement non, c'est encore, en cours de changement. Dans les modifications qui ont pu se produire, au cours de ces différentes phases, il y a une observation qu'on fait tous, c'est, l'éligibilité en fait, au télétravail qui a beaucoup changé. J'ai fait, une étude, alors une toute petite étude, hein, sur un collectif de 50 personnes, dans une expertise que j'ai menée et je me suis rendu compte que ceux qui télétravaillaient le plus étaient les moins autonomes. Alors que précédemment, il fallait un critère d'autonomie pour accéder au télétravail. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez observé aussi sur vos terrains? Ouais, le critère d'autonomie, il est effectivement toujours, enfin, il revient, toujours à la fois formellement et à la fois dans les échanges, que l'on a et aussi, tout ce flou autour de, comment fixer cette autonomie. Est-ce que c'est l'autonomie dans les tâches qui vont être, réalisées? Donc j'ai besoin de personnes pour réaliser les tâches ou est-ce que c'est la capacité à, réussir, à faire son «travail», entre guillemets? Donc il y a toujours cette double, manière de voir, l'autonomie et aussi de, qui va juger, cette question, d'autonomie. Donc c'est vrai que cette, notion, elle est très, très floue et on voit qu'elle peut être aussi, sujet à des formes de conflictualité en se disant: «Ben, effectivement, on me reconnaît comme étant autonome ou non autonome» et on voit que ça peut générer, effectivement des tensions entre managés, dans cette reconnaissance ou non de l'autonomie. Donc sur la question par contre, oui, est-ce que ceux qui sont moins autonomes ont plus de télétravail et cetera? C'est un peu dur, effectivement d'observer ça parce que ça dépend vraiment des organisations, des équipes et la manière dont l'autonomie va être pensée effectivement dans le travail réalisé, dans les tâches elles-mêmes, ouais. Avant peut-être de rentrer dans ces détails-là, je vous propose de faire un petit peu de méthodo. Hem, Comment est-ce que vous procédez pour aller observer tous ces éléments-là, pour aller identifier les impacts que ce nouveau télétravail peut, éventuellement avoir sur les collectifs ou sur le travail lui-même? Qu'est-ce que vous mettez en œuvre? Comment est-ce que vous allez, savoir, hein? Moi, j'aime bien l'expression «va savoir». Comment est-ce que vous allez savoir? Alors, selon les enquêtes que l'on mène, donc il y a eu ces enquêtes que vous aviez citées tout à l'heure sur, les collectifs syndicaux et télétravail. Donc là, on avait une entrée, plutôt par, les négociateurs et les négociatrices des accords télétravail, qui nous aidaient à penser, les évolutions des manières dont ce télétravail avait été, réglementé et donc à chaque fois, on essayait de rencontrer à la fois, les élus syndicaux, syndicales qui participaient à ces négociations, mais aussi des représentants des membres de la direction qui, participent aussi à ces, négociations pour, varier ces points de vue-là et à chaque fois, on essayait aussi de comprendre, ce que nous disaient, les élus syndicaux et syndicales, mais aussi, des adhérents, adhérentes des sections syndicales pour comprendre comment ils et elles vivaient ce télétravail. Donc on a eu ces premières enquêtes, dans le cadre de ce travail avec, l'IRS, CFDT et puis après on a poursuivi dans d'autres, organisations, toujours plutôt sur le secteur des services, mais aussi dans le secteur, public pour, cette fois avoir des entrées par des collectifs de travail en rencontrant des équipes où les gens travaillent ensemble. Donc là, ça permet, d'avoir, des points de vue différenciés, à l'intérieur d'une même équipe avec des gens qui se connaissent, les uns les autres et on a pu aussi effectuer des comparaisons parce que finalement, quand on prend une section syndicale, on a aussi, des, élus qui vont travailler directement ensemble pour organiser des tâches, diverses et variées. Donc il y avait vraiment cette idée d'aller vers des collectifs où les gens se connaissent, travaillent plus ou moins ensemble pour avoir, leurs avis, leurs points de vue, sur le recours au télétravail. Donc plutôt des entretiens, Ouais. collectifs, en mode focus group ou quelque chose comme ça?
Voilà, c'est ça. Donc à la fois, des entretiens individuels et à la fois des entretiens, collectifs. Parce que aussi l'intérêt de faire des entretiens individuels, c'est que, on a observé aussi des variations de points de vue particulièrement intéressants, que ce soit entre managers, personnes qui sont censées être sur une même ligne horizontale, de collaboration et voilà, donc c'était intéressant d'avoir aussi les avis individuels, des uns et des autres. Et puis, j'allais dire, pardon, des visites de sites aussi de travail parce il nous semblait essentiel avec, nos collègues d'avoir ce double aspect-là. Et donc vous êtes tombé sur, des grands open space, en flex office alors? Oui, beaucoup de flex office, qui sont la norme de plusieurs, voilà, secteurs d'activité sur lesquels on a travaillé, donc les assurances, l'assistance, mutuelle, et puis qui deviennent aussi la norme dans le secteur public. Voilà, on voit de plus en plus de collectivités territoriales où, le flex office est aussi, mis en place. Donc c'était vraiment bien aussi d'avoir des organisations qui ont différentes histoires d'usage du flex office parce qu'il y en a qui en avaient, vraiment largement avant, la crise sanitaire, plutôt dans les années 2010, et d'autres qui ont mis en place, des, organisations de travail en flex office plutôt, après la crise sanitaire. Peut-être rappeler pour tout le monde que flex office, c'est des organisations où tout le monde n'a pas une place, dédiée. Donc pour 100 salariés, on va avoir, 80 postes de travail, 70 postes de travail ou moins. Et puis, bah, en fonction de qui est là ou n'est pas là, eh bien, on s'installe à un bureau ou à un autre. Chez un client qui fait de l'assurance, j'ai vu un taux de flex de 40. Ça veut dire qu'il y a 40 postes pour 100 salariés. Et moi, ça m'a marqué comme, finalement, le télétravail est devenu non pas une possibilité, non pas quelque chose qu'on prévoit parce que ça peut être utile, parce que ça a des avantages, notamment en termes de conciliation, vie privée, vie professionnelle, mais c'est devenu une condition de la production en fait. C'est que si tout le monde vient au bureau, il n'y a pas de place pour tout le monde, hein, donc c'est même plus la peine de faire grève en fait. Il suffit de tous venir le même jour et la production s'arrête puisqu'il n'y aura pas une place pour tout le monde. Exactement. Oui, c'est assez, marquant ça, c'est le chiffre que vous citez, on l'a aussi observé dans certaines organisations sur lesquelles vous travaillez. Donc 40 voilà, on l'a retrouvé aussi, ce qui fait qu'un retour sur site intégral, paraîtrait impossible, enfin sans télétravail et sur ça, c'est aussi marquant de voir que souvent, l'organisation du travail sur site, il est assez peu pensé par les concepteurs, mêmes, en termes de qu'est-ce qu'on fait d'un point de vue pratique au travail et en quoi l'espace doit être, adapté à ces pratiques. On a un collègue, donc sociologue qui s'appelle Alexandre, Butin qui a beaucoup travaillé sur, ces questions d'aménagement de sites et qui montre très bien, en ayant eu, la vision, côté, concepteur des flex office, qu'on pense, vraiment peu, les pratiques, du travail sur le flex office et donc ce qui fait que parfois on pensait que ça marcherait bien et ça marche un petit peu moins bien que, voilà, espéré et puis, d'autres fois ça va mais, Moi, ce qui m'a le plus marqué dans l'émission que j'ai pu faire dans ce champ-là, c'est que la méthode la plus répandue, c'est celle des personas. C'est-à-dire qu'on dit, bah, il y a des gens qui travaillent 30% sur des projets, 30% en management, 30% sur de la concentration. Donc ça, c'est un persona 1. Puis vous avez un persona 2 qui, lui, a 10, 40 et 20%. Enfin, c'est des répartitions différentes. Et puis après, on fait des grandes moyennes et puis on dit, bah, j'ai 50% de mes salariés qui sont en persona 1, 40% en persona 2. Ça vous fait des tableaux Excel à 2 ou 3 entrées et un gros calcul savant qui est mouliné, qui donne, bah, il faut tant de places, de tant de mètres carrés à tel endroit et tant de salles de réunion, de tant de places à tel autre. Et c'est très désincarné en fait. On a beaucoup de mal à y remettre du travail en fait là-dedans, à y remettre de l'activité, à y remettre du concret, du réel. C'est assez impressionnant. oui, on a l'impression que c'est une rationalisation par les chiffres, mais en fait, derrière ces chiffres et ces critères, c'est assez dur d'avoir des réalités palpables et pour le peu que dans ces flex office, parce qu'il y a des flex office où le positionnement est libre sur les espaces et d'autres flex office où il faut, réserver, des espaces dans, ce flex office, que ce soit des bulles,
de réunion, que ce soit même parfois les bureaux. Donc ça, on voit que ça change beaucoup de choses et ça oblige aussi à penser en temps, qu'on va consacrer à certaines tâches et parfois ça laisse peu de place à l'improvisation, d'un échange, collectif par exemple, voilà. J'ai observé également dans le secteur de l'assurance, heu, qu'à force de dire, «Vous viendrez au bureau pour faire du projet, vous viendrez au bureau pour faire du collaboratif, vous viendrez au bureau pour, faire de la rencontre», qui sont des choses absolument, importantes et fondamentales, hein, il s'agit pas de nier cette importance-là. Mais à force d'organiser des espaces de travail pour faire ça, on a fini par renvoyer à domicile toute la valeur ajoutée, en fait. C'est-à-dire tout ce pourquoi le client nous paye. Le client, il paye pour, la gestion d'un dossier, il paye pas forcément pour, le collaboratif, même si c'est, très important encore une fois. Tant et si bien que le travail vraiment qui est vendu, il est fait à domicile, seul, sans forcément le regard du manager, sans forcément le regard des pairs et du collectif. Et ça, j'ai trouvé que c'était une, sacrée révolution en fait dans le monde du travail. Ouais et c'est aussi marquant que ce soit intégré, quasiment par les travailleurs et travailleuses qui vont souvent dire: «Ben, en fait, venir sur site, pourquoi pas, mais en fait, il faut qu'il y ait un motif, il faut que ça serve à quelque chose». S'il y a une réunion, d'équipe, OK, mais à quoi elle va servir? Qu'est-ce qu'on va y faire? Si c'est juste pour se voir, voilà. Donc c'est assez marquant de voir que cette rationalisation de ce qu'on va faire, elle soit projetée aussi comme ça en se disant: «Bah, c'est plutôt du temps inutile si, c'est juste pour bavarder» ou ce genre de choses-là, ouais. Ouais, on finit par intégrer soi-même les exigences, Oui, de rationalité qu'on a l'habitude de combattre par ailleurs. Mais c'est tout une à autre, fait. c'est une autre porte qu'on va pas ouvrir, là tout de suite. Mmh. Un dernier point peut-être sur la méthodo, vous avez insisté sur la manière dont vous êtes rentré par, la porte des négociations. Je trouve que c'est intéressant, mais j'ai pas entendu parler des négociateurs côté direction. Mmh. Alors, côté direction, les négociateurs, négociatrices, sont plutôt alors celles qu'on a rencontrées en tout cas, quand ils étaient, membres des RH, signifiait que, ils et elles étaient plutôt mal à l'aise du fait que, en fait, ils voyaient très bien que, le développement, du télétravail, donc sur les secteurs sur lesquels on a travaillé, passait par des réaménagements de sites et des réductions, d'espace, physique et elles et eux étaient plutôt, voilà, pas très à l'aise de cela, notamment parce qu'ils exprimaient que, voilà, ils avaient vu, par exemple, défiler les euros dans les yeux des actionnaires quand on parlait de réaménagement de sites et pour elles et eux, en fait, c'est pas non plus optimum parce que, même dans les manières de négocier, avec les représentants de syndicaux, ben, c'est pas évident de moins se voir, physiquement non plus, parce qu'on est obligé de formaliser, aussi ces temps de négociation et puis, par ailleurs, au niveau aussi des lignes, des directions, il y a, des avis qui peuvent être assez, contradictoires sur le télétravail, et là, sur les enquêtes récentes que l'on est en train de mener, ce qu'on voit, c'est que, les travailleurs et les travailleuses ont tendance à percevoir les DRH comme anti-télétravail. Ils se disent: «Bah oui, une telle, un tel, n'aime pas le télétravail, c'est sûr, il et elle, veulent revenir en arrière, il et elle veulent mettre plus de contrôle». Mais en fait, quand on regarde un peu plus finement du côté des DRH, c'est un peu plus compliqué que ça, en fait. Et donc à partir de tous ces points d'entrée, négociatrices, négociateurs, côté représentant du personnel et côté direction, vous avez observé des grandes transformations dans, ce que vous avez appelé, alors je ne sais pas si je vais le dire comme vous le diriez vous, ce que vous appelez un peu les sociabilités, au travail. Quelles sont les grandes tendances, les choses qui méritent d'être soulignées? Alors, on observe que, il y a assez peu d'effets sur les sociabilités qu'on va avoir entre, collègues quand on se connaît déjà depuis longtemps, quand on travaille ensemble depuis longtemps, donc qu'on connaît les fonctionnements réciproques, des uns et des autres. Donc là, on n'observe, pas d'effet, particulier du télétravail dans ces sociabilités-là.
Par contre, on va observer des effets, différenciés quand, les membres d'une équipe se connaissent depuis moins longtemps, où là, on observe qu'il peut y avoir, des points, bah, voilà, de conflictualité, d'incompréhension, des choses comme ça et qui parfois vont prendre plus de temps à être, réglés, régulés parce qu'il faut se faire à la manière de fonctionner des uns et des autres et que, ça prend du temps. Et ce qu'on observe, par ailleurs, donc ça, ce serait plutôt entre des collègues, qui seraient latéraux, latérales. Ce qu'on observe par ailleurs, c'est des différences aussi dans les rapports aux hiérarchies, parce que du côté des, travailleurs, travailleuses, on va plutôt dire: «Ben, il y a pas d'effet télétravail, je suis aussi proche, qu'avant de mon supérieur, ma supérieure, je constate pas que voilà, c'est plus compliqué de le joindre, de la joindre», ce genre d'éléments-là. Par contre, quand on regarde du côté des personnes, qui sont managers, elles, ces personnes-là, elles vont plutôt dire que, ça s'est complexifié, la question de l'animation des équipes, de vérifier, que les uns, les autres effectuent bien leurs tâches, qu'ils et elles n'ont pas besoin d'eux ou ont besoin d'eux. Donc de leur côté à eux, le télétravail, il a plutôt des effets de complexification de leurs, propres tâches. Donc ça, ça nous paraissait aussi, intéressant dans ces approches des collectifs parce qu'en ayant des approches, soit individuelles, on voit pas forcément ce qui se joue à l'intérieur des équipes, à la fois entre les collègues qui travaillent, ensemble et leurs, différentes, hiérarchies. Ouais, ce qu'on mesure, c'est que, puisque vous étiez sur le sujet du management, les managers n'avaient pas forcément tous en tête qu'un tableau de bord, ça décrit pas la réalité en fait. Parce que on les a dotés de tout un tas d'outils en disant bah, vous allez pouvoir suivre. Mais en fait, on suit rien du tout. On suit des chiffres dans un Excel et on ne sait rien du travail que ça demande aux gens qu'on encadre, des difficultés qu'ils rencontrent, des problèmes relationnels qui peuvent exister ici ou là. Et bien, manager, c'est pourtant prendre en compte tout ça, quoi. Ouais, et puis en même temps, les managers, ils ont été mis à rude épreuve pendant la crise Mm, mm. sanitaire et après parce que, voilà, on leur disait: «Vérifiez que tout le monde va bien, appelez, individuellement chaque personne, faites des points, visio café le matin, et puis en même temps, contrôlez que tout le monde fait, les choses, reporter, qui télétravaille bien». Enfin, donc ça a été aussi, toute une charge qui a laissé, parfois des marques aussi dans les trajectoires. Et puis cette charge, elle se poursuit aussi avec ces enjeux de, vérifier, qui télétravaille quand. Oui, penser à bien créer du collectif quand les gens sont sur site et puis en même temps, pour certains managers, les usages, accrus d'outils numériques ont aussi parfois transformé leurs tâches où ils peuvent passer des journées entières dans des visios et finalement ont peu de temps même, pour passer, voir, leurs équipes, même quand elles sont en présentiel. Donc c'est vrai qu'on observe ce mélange-là qui complexifie en particulier le rôle des managers, ouais. Oui, c'est vrai. Et vous écrivez quelque chose dans l'étude qui est toute bête, hein, enfin, et moi, je n'avais pas forcément intégré, en fait. Vous écrivez que le télétravail, ça vient surtout augmenter ou approfondir l'isolement de personnes qui sont déjà isolées. Et vous précisez, isolées, c'est-à-dire privées de ressources de négociation ou qui œuvrent dans des activités considérées comme moins cruciales, et enfin, éventuellement, qui seraient dotées d'un statut symbolique moindre. Et j'ai trouvé ce rappel assez utile, en fait. C'est que il y a des gens qui sont prêts au télétravail, puis il y a des gens qui en sont un peu plus éloignés, en fait. Ouais, tout à fait. C'est vrai que ça, enfin, c'est essentiel de le rappeler encore et encore et notamment parce que ça peut avoir des effets aussi différenciés en termes d'évolution de carrière, toutes ces affaires-là. On a aussi une collègue, Marianne Le Gagneur, qui, s'intéresse au télétravail et aux effets du télétravail sur, les trajectoires, en matière d'égalité aussi, au travail et on voit qu'il y a des stratégies d'usage du télétravail, en tout cas, c'est ce qu'elle montre dans ses travaux, qui peuvent être utilisées en se disant: «Bah, voilà, c'est un moyen aussi d'accélérer ou au contraire de, décélérer en attendant d'aller ailleurs». Enfin, donc il y a plein d'enjeux aussi, comme ça autour de l'investissement dans le travail que pose, cette question du télétravail. Le télétravail serait-il un objet pour les DRH? Ah! Trois petits points. Ouais. Euh, pour revenir un peu plus sur les questions du travail, il y a une question qui est récurrente, moi, dans l'émission que je fais. Souvent, les clients nous demandent, est-ce que la question du télétravail, c'est une histoire de management des personnes
créer du lien, créer du collectif, hein, décréter du collectif, faire en sorte que les gens se parlent, s'entendent. Ou est-ce que c'est une question de travail, de manager le travail, c'est-à-dire d'avoir les bons outils de reporting, les bons temps, on fasse les bonnes choses dans les bons temps? Est-ce que vous avez tranché cette question Bah, c'est vraiment tout à la fois parce que le télétravail, comme c'est un mode d'organisation du travail, ça oblige aussi à penser à la fois les questions d'outils qui vont permettre de le réaliser, à la fois, encore une fois, sur site et chez soi et en même temps, de garantir, des moyens de collaborer quand c'est nécessaire, toujours, sur site et chez soi et de maintenir, ces cohésions, qui peuvent être, nécessaires. Donc c'est vraiment, tout à la fois, à mon sens que cela joue. Ça renvoie et on va pas le traiter ici parce que j'ai lancé une invitation, donc j'attends la réponse incessamment. Ça renvoie sur la question de la clinique des usages, hein, qui pour nous, en psychologie du travail va peut-être s'imposer un peu dans les années qui viennent. Il s'agit de regarder comment les uns et les autres s'approprient un certain nombre d'outils et notamment d'outils digitaux, parce que c'est pas parce qu'on a mis, un tableau blanc numérique que tout le monde va venir mettre les bonnes choses, les choses pertinentes. C'est pas parce qu'il y a l'outil qu'on va arriver à faire forcément les choses qu'on a prévu de faire. Tout à fait et ni qu'on va se conformer aux usages, enfin là, je pense aussi par exemple à Teams, même, voilà sur les usages de, je suis connecté, le la couleur de la pastille, ce genre de choses, même si parfois il y a des règles qui sont diffusées, elles sont pas toujours suivies pour, des motifs, parfois, stratégiques aussi, des travailleurs et des travailleuses qui vont se dire: «Bon, bah, je me mets en rouge tout le temps, comme ça je suis sûre qu'on va pas venir me déranger» et puis en même temps, bah, si on connaît pas la personne, on sait pas qu'elle se met en rouge, mais qu'elle est quand même là, et ben, on va pas la contacter alors qu'en fait, elle est bien disponible et d'autres personnes l'auront intégrée. Donc on voit aussi qu'il y a tous ces usages, d'outils numériques, qui passent par des pratiques d'appropriation, parfois de régulation, mais qui sont pas, toujours, diffusées et intégrées. Donc effectivement, ça pose, beaucoup de questions d'usage des outils, très intéressants. Je suis obligé de vous poser la question, hein, vous qui travaillez sur ces sujets-là. On voit de plus en plus d'entreprises, en tout cas on entend parler d'entreprises qui reviennent en arrière, parce que moi personnellement j'en ai pas encore vu, avec des entreprises très emblématiques. On a parlé de Disney, d'Amazon et on a même parlé de Zoom, qui fournit pourtant des outils de visioconférence. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, ce discours un peu ambiant de retour en arrière sur le télétravail? Quelles en sont les raisons? Est-ce que c'est pas un risque aussi pour une entreprise que de revenir en arrière dans la mesure où il y a quand même une attente très forte, hein, sur le télétravail aujourd'hui, en matière de marque employeur notamment? Oui, alors, il y a des marques emblématiques, effectivement dont on entend parler sur ces fameux retours en arrière et en même temps, nous non plus là sur, toutes les organisations sur lesquelles on a travaillé, on n'observe pas, de, retour en arrière. Par contre, ce qu'on voit, c'est que dans certaines configurations où on avait des accords qui, prévoyaient d'aller, par exemple jusqu'à 3 jours de télétravail par semaine, on va plutôt dire: «Bon, bah, là, en fait, on n'ira jamais jusqu'aux 3 jours parce que, finalement, c'est trop. Donc dans le prochain accord, on va plutôt mettre, 2 jours» ou ce genre d'éléments-là. Donc ce qu'on voit, c'est plutôt ça, des manières de, mettre des barrières par, les accords en se disant: «N'allons pas trop loin» parce qu'on voit qu'il y a peut-être une tendance, voilà. Et puis, ce qu'on observe aussi, c'est que du côté des directions, on regarde beaucoup ce qui se fait ailleurs avant de se dire, «Qu'est-ce que nous, on peut faire?» Surtout dans des secteurs, qui peuvent être, concurrentiels. On citait, tout à l'heure le secteur des assurances, où il y a certains métiers qui sont vraiment, très recherchés dans les assurances et où, clairement, en fait, pour avoir, des, travailleurs, travailleuses qui correspondent au profil, en fait, on n'a pas le choix que de proposer du télétravail, pour attirer, ces candidatures, là et donc il y a une espèce aussi, parfois d'entente, collective, sectorielle où on voit que, quasiment toutes les grandes organisations du secteur proposent à peu près le même, la même quantité de télétravail avec parfois des variations. Mais, donc ça, c'est aussi, particulièrement marquant d'observer à l'échelon d'un secteur et de comparer comment ça se joue dans le secteur, et est-ce que ça provoque, par exemple des mobilités professionnelles vers une autre entreprise du secteur quand il y a, des changements.
En tout cas, ça, on a vu dans les assurances que, certains travailleurs avaient, clairement changé d'entreprise parce que, il y avait plus de télétravail qui était, proposé ailleurs, pas forcément beaucoup parfois, mais, ça suffisait à créer une appétence, par là. Ce que vous dites là a été, largement validé par l'étude, d'Ares, hein, qui est sortie, Mmh. récemment. Enfin moi, la lecture que j'en ai eue, c'est qu'effectivement, il y avait un léger recul dans la pratique en nombre de jours, hein. Je pense que le 3 jours est un peu une limite, Mmh. psychologique. C'est-à-dire qu'on y va, mais on a du mal à la dépasser. Bon, enfin, en tout cas, on ne souhaite pas toujours la dépasser. Par contre, la demande, elle est toujours forte et moi, j'ai noté ce chiffre, hein, 2,2 millions de salariés qui souhaitent télétravailler, qui sont en capacité de le faire, mais qui ne peuvent pas encore le faire et pour qui, bah, ça ferait une différence, si l'employeur le permettait et ou éventuellement si un autre employeur, pouvait permettre de le faire. Je vous propose qu'on en vienne au sujet spécifique de l'enquête que j'évoquais tout à l'heure, qui est les collectifs syndicaux. Parce que s'il y a bien des gens dont le boulot ou la vocation, c'est de faire vivre le collectif, bah, c'est bien les représentants et représentantes du personnel ou tout simplement les personnes syndiquées. Comment ils ont vécu ça, cette, grande vague post-Covid, de généralisation du télétravail et du Mmh. flex office? Bah, alors, quand on regarde les collectifs, syndicaux, donc c'est d'abord rappeler que, avant cette diffusion de l'usage du télétravail, on avait plutôt des collectifs syndicaux qui étaient, heu, opposés, méfiants à cette mise en place, du télétravail, en y voyant plutôt, voilà, tous ces enjeux de délitement des collectifs, risque aussi de, passer plutôt par des travailleurs, détachés, des indépendants, enfin bref, de délitement, du travail, plus généralement dans les entreprises. Et du côté des directions, il y avait aussi des méfiances, mais qui étaient plus, liées au contrôle, du travail réalisé, des choses comme ça. Et donc la crise sanitaire a un peu, rebattu, les cartes et notamment, les formes de pression, les demandes des, travailleurs et travailleuses, à, cette appétence pour le télétravail et à cette volonté, bah, de défendre, d'en avoir, mais aussi d'en avoir, plus, quand, cela existait déjà. Donc finalement, les, représentants syndicaux et syndicales ont plutôt eu tendance à, défendre, ces volontés d'avoir du télétravail et d'en avoir, un peu plus quand cela était possible, tout en ayant toujours, cette idée dans le fond que, quand même il y avait, certains risques qui existaient. Et donc ces collectifs syndicaux, ils ont été aussi impactés directement dans leur, pratique syndicale puisque, l'organisation du travail militant, repose, notamment sur le contact aux salariés, sur la présence sur site, tenir des permanences syndicales, aller faire un peu le tour, des bureaux, diffuser des tracts, tout ce genre d'éléments-là. Et là, on voit que dans les, en fait, dans les entreprises où, on a un droit syndical qui est un peu, faible, ça a été particulièrement difficile, et que vraiment il y a eu un éloignement, des représentants, syndicaux et syndicales à l'égard, des, travailleurs et travailleuses. Alors que dans les endroits où il y a un droit syndical qui est plutôt fort, il y a assez peu, d'effets. Donc ça, clairement, on voit que, les niveaux de ressources dont disposent les sections syndicales ont des effets très, très nets sur, reproduire ou, aggraver des situations d'éloignement. Mais, on rappelle aussi dans notre étude et à chaque fois qu'on le peut, que, ces éléments-là, ce changement autour, extension du télétravail, il s'ajoute aussi à, une succession de réformes qui a alourdi, les charges, syndicales plus généralement. Donc ça ajoute plutôt de la complexité que, ça n'en crée, dans, certaines situations. Donc, c'est vrai que pour en dire un petit peu plus sur les sections syndicales, clairement, on voit que, bah, par exemple, on a des sections syndicales où il y a des délégués qui nous disent: «Bah, aujourd'hui, quand je veux organiser une diffusion d'un tract, c'est compliqué parce que les militants, militantes me disent: "Ah bah non, tel jour je suis en télétravail, je peux pas bouger, pour aller faire un truc"». Et puis en même temps, si on fait la diffusion tel jour, bah, quel jour il faut le faire pour qu'il y ait le plus, de personnes qui soient là, enfin ça repose tout un tas de choses. Donc il y a certaines pratiques syndicales qui ont vraiment, clairement changé, notamment, les distributions de tracts, par exemple, les permanences syndicales qui sont de moins en moins nombreuses, voire ont été, supprimées dans certaines, sections syndicales, les visites de sites qui sont organisées aussi, différemment, notamment dans le cas des groupes, par exemple. Donc il y a plein de choses qui ont changé et en même temps, il y a des choses qui sont présentées comme, plus
positif, par exemple, de réaliser des réunions en vidéo où on va avoir beaucoup plus de monde qu'avant. D'avoir aussi investi dans des outils numériques où, par exemple, des managers vont venir, nous contacter alors qu'avant ils ne l'auraient jamais fait en vrai. Mais là, le fait de passer par du distanciel va faciliter ça. Donc on voit que ça chamboule quand même beaucoup de choses, hein. Dans votre étude, il apparaît quand même une forte inégalité de compétences aussi entre les différents acteurs du monde syndical. Et c'est vrai que la maîtrise de la communication, la maîtrise au sens très large, hein, communication, y compris en termes d'usage d'outils, devient une compétence clé en fait, hein, pour la pratique syndicale. Complètement. Et puis, si je peux aussi rajouter que, par exemple, donc dans des sections syndicales où on peut passer par, des entreprises de communication pour nous aider, enfin, on voit clairement des différences parce qu'on va être formé à comment contacter par Teams des salariés, par exemple, sans être intrusif, en tant que, voilà, en tant que militant, voilà, comment, aussi, mettre en place justement une diffusion, de tracts, quel jour, sous quelle manière, un papier, plutôt un QR code. Donc on voit vraiment que, être accompagné dans cela, ça aide. Et puis, parfois les fédérations, jouent aussi ce rôle d'accompagner les sections syndicales dans tout cela, mais c'est vrai que ça nécessite de l'investissement, financier, temporel, pour les sections syndicales. Peut-être en forme de conclusion, managers, collectifs syndicaux, salariés, finalement, on est un peu tous confrontés au même problème et à cette idée qu'il faut maintenant s'approprier de nouvelles modalités de travail, de nouveaux espaces de travail et puis de nouveaux outils, en fait. Merci pour tout ça. Ça va nous donner un peu de matière à réflexion pour les jours qui viennent. Et est-ce que par-dessus cette matière à réflexion, vous auriez une idée saugrenue à nous faire ruminer? Alors, souvent on dit que le télétravail n'est pas un droit, que c'est un mode d'organisation du travail parce qu'effectivement ce n'est pas un droit. Mais on peut se dire si finalement le télétravail devenait un droit, qu'est-ce que ça donnerait, dans les, différents collectifs? Est-ce que voilà, ça impliquerait que, enfin des, personnes, travailleurs, travailleuses qui, sont exclus du télétravail pour différentes raisons, y accèdent et que ça établisse, plus d'équité, voilà, dans les collectifs de travail. Donc ce serait, cette idée-là. Eh bien, c'est parti pour la rumination. Merci beaucoup, Sophie Louet. Merci beaucoup Bertrand.